Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du député Jean Lassalle. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Je rappelle que vous êtes député du Béarn. Vous avez et du pays. De Berne et du Pays Basque, je suis d'ailleurs le seul au monde à être député des Basques et des Béarnais. Très bien. Alors, vous avez sorti en 2015 un livre qui s'intitule À la rencontre des Français, aux éditions Cherche Midi. Donc, un ouvrage qui est le fruit d'une marche que vous avez fait, où vous avez pu rencontrer, à travers toute la France, vous avez pu rencontrer un certain nombre de citoyens pour mieux les comprendre, pour écouter ce qu'ils avaient à dire, puisque d'après vous, la classe politique est un petit peu autiste par rapport au peuple. Hein. Je pense que je ne trahis pas votre pensée. C'est surtout comme ça que nous perçoivent nos compatriotes. Mais je le pressentais, parce que je suis en même temps élu depuis très longtemps, maire depuis très longtemps et député aussi. Et je vois bien que les choses ont beaucoup changé au cours de ces dernières années, de ces 2 derniers mandats, mais maintenant ça part à volo. Et ce que j'ai découvert, d'abord, c'est que la France est un peuple qui a peur et qui n'a plus confiance en rien ni en personne, et qui déteste, voire haït les élus. Mais les élus de haut niveau, députés, sénateurs, et puis après le gouvernement, je ne te raconte pas, et tout, voilà. Alors vous allez vous présenter donc aux élections de 2017, mais nous ne sommes pas venus vous rencontrer pour parler de votre candidature. Nous en reparlerons à la rentrée très probablement. Nous sommes venus à votre rencontre aujourd'hui pour parler des attentats qui se sont déroulés en France et également en Allemagne et en Europe. Voilà, des attentats qui se multiplient les derniers jours. Un sujet d'actualité donc brûlant, et on aimerait avoir un petit peu votre sentiment par rapport à ça. Déjà, première question, est-ce que vous pensez que ces attentats vont continuer à se multiplier dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent en France et en Europe? Écoutez, en ce qui concerne les attentats, en tout cas, hélas, et mille fois hélas pour tous ceux qui voient soudain l'horreur s'abattre sur eux, alors qu'ils n'y pensaient pas, et puis qui se voient déchiqueter dans leur corps, la douleur les envahir. Ceux qui regardent exorbiter, le regard exorbité, bref, l'apocalypse d'un seul coup. Écoutez, il n'y a malheureusement aucune raison pour que ça s'arrête. Je pense que la réalité d'un homme élu du peuple, c'est aussi de dire la vérité. Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête pour l'instant. D'accord, en tout cas à proche ou dans un avenir proche ou à moyen terme. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez peur pour vous-même en tant qu'élu ou peur pour vos proches? Est-ce que vous avez peur? Pour mes proches, j'y pense, bien sûr, beaucoup. Mais ce n'est pas la première fois, parce que j'ai eu une vie qui les a souvent exposés. Euh, pour moi, non. Parce que j'ai la chance d'avoir peur, pas peur, mais de penser beaucoup aux événements avant qu'ils se produisent, ou avant que je pose un acte décisif de ma vie. Je me dis, je ne vais pas être capable, j'ai des cauchemars, je dors très mal, je vois le pire. Mais quand ensuite je suis parti et décidé, euh, non, je n'ai pas peur. Et j'ai pu me tester en même temps pour voir, puisque j'ai visité le Bronx à New York, dans les fins fonds. J'y suis resté 3 jours, il y a 25 ans, 30 ans, et j'ai pas rencontré que des angelots. Et puis j'ai fait une trentaine de banlieues, parmi les plus dures, lors de mon tour de France, à 3 heures du matin. Et les accompagnateurs ne se battaient pas pour m'accompagner. Et j'ai compris qu'il fallait être tranquille et serein. Parce que sinon, le regard que tu portes, c'est de la peur. Mais l'autre, il ne sait pas si c'est de la peur ou de l'agressivité. En tout cas, il y a quelques secondes où il faut tout faire pour qu'il ne te frappe pas. Parce que s'il te frappe, c'est fini. C'est perdu. Donc il faut faire en sorte de garder une maîtrise. Et la meilleure manière, c'est de montrer combien tu le respectes. Mais que tu es là aussi parce que tu veux lui dire que tu as du respect et que ta présence, c'est un signe de respect profond.
Mais, vous savez, je ne devrais pas le dire, mais je ne suis pas du tout étonné de ce qui se passe. Je l'ai même dit et raconté, non seulement dans mon livre, mais aussi dans le rapport parlementaire. C'était justement le sens de ma troisième question. Comment analysez-vous donc ce phénomène des attentats qui se multiplient en France? Mais parce que c'est tout sauf une surprise. Je l'ai dit et redit. J'ai été voir 2 fois le président de la République pour lui dire, après ce Tour de France et pendant le Tour de France, qu'il y avait un danger mortel imminent dans ce pays. Et bon, il m'a écouté, je l'ai trouvé lucide d'ailleurs. Il ne m'a pas dit, n'a pas contredit d'ailleurs, à vrai dire. Mais je ne suis pas étonné parce que certains de ceux que j'ai rencontrés m'ont dit. Ils ne m'ont pas dit exactement comment ils allaient faire. Ils ne m'ont pas dit non plus qu'ils allaient rejoindre Daesh. D'ailleurs, personne ne parlait de Daesh à l'époque. Je ne sais même pas s'il existait encore. Voilà. Mais ils m'ont dit leur haine de la France, leur haine de la culture en général, de tout ce qui est construit autour d'une culture, et leur volonté de se venger de tout ce qui ne portait pas sur eux un regard fraternel, enfin, ou qui ne les reconnaissait pas. J'ai eu la chance de rencontrer tous les cultes à Lyon, au plus haut niveau des responsables. Et tous les responsables du culte m'ont dit aussi leur très grande préoccupation pour les quelques années qui venaient. Et j'ai dit tout ça et je l'ai écrit dans un rapport parlementaire que j'ai remis au président de la République, aux 2 premiers ministres parce qu'ils ont changé à ce moment-là, et au président des chambres et à l'ensemble du Conseil constitutionnel, de tous les grands corps de France. Je l'ai remis aussi à beaucoup de journalistes. Quelques-uns ont donné un peu suite et d'autres m'ont dit que j'exagérais et que la noirceur des propos que je tenais ne pouvait pas, ça n'apportait rien. Mais alors d'où vient ce désespoir Est-ce que nous, notre analyse avec notre média, c'est quand même que c'est un phénomène qui date un petit peu du 11 septembre 2001, que depuis cette période en Occident, on présente souvent les musulmans comme de potentiels terroristes, et qu'il y a un grand malaise au sein de la jeunesse, qu'elle soit d'origine musulmane, qu'elle soit d'origine maghrébine, parce qu'ils sont encore plus relégués quelque part que les autres personnes d'origine immigrée, et donc il y a un malaise profond. Faut pas oublier que la France fait partie de l'OTAN, que l'OTAN a plus ou moins quand même tué 1,5 million de civils entre le Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye. On massacre, nos soldats massacrent des civils. Alors pour nous c'est des bavures, on appelle ça dans les médias traditionnels des dommages collatéraux, mais c'est des vies brisées, ce sont des civils, ce sont pas des combattants. Je parle d'1,5 million de civils, c'est énorme. Est-ce qu'on peut comprendre un petit peu d'où vient le désespoir quand même de ces populations qui sont en rupture avec la France? Oui, je pense profondément, et il est urgent, surtout à notre niveau politique, de commencer à y voir clair et à se poser au moins les bonnes questions. D'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas que des musulmans et des maghrébins qui sont très en colère. Il y a aussi des Français d'il y a 10 000 ans. En fait, il y a des hommes et des femmes qui vivent en France actuellement. Certains sont arrivés cette nuit à 3 heures. Ils ne savent pas encore qu'ils sont là au juste, nous non plus. Mais il y en a qui sont arrivés depuis la nuit des temps. Ils avaient été des Huns, ils avaient été des Attila, ils avaient été des Gaulois, ils avaient été des Romains, ils avaient été... Mais c'est beaucoup de jeunes, aujourd'hui, qui tiennent des discours de grande colère et de haine ténue. Le problème, c'est que nous faisons ça et ça. Parce que je ne suis pas le seul à les entendre. Parce que les députés font plutôt bien leur boulot. Le problème, c'est que tu ne peux pas dire ça à l'Assemblée. Tu ne peux pas le faire remonter. Le soir où j'ai été à la première réunion des jeunes debout, de Nuit debout, je suis revenu à l'Assemblée et
Je devais parler, j'ai parlé à minuit et quart. D'ailleurs, je me suis décroté un peu parce que les huissiers ont trouvé que j'étais un peu, je m'étais assis par terre, quoi, tu vois. Et j'ai dit que je venais le cœur léger parce que je venais de retrouver la jeunesse éternelle de France et qu'il fallait que nous allions, nombreux députés, nous les députés, pour aller les rencontrer, les écouter, au lieu d'envoyer nos gardes mobiles qui n'avaient rien à faire dans cette histoire. C'était nous à aller rencontrer nos jeunes, nos enfants ou les enfants de notre pays. Voilà. Et pour le reste, mais oui, pourquoi nous vendons des armes depuis 30 ans? Vous parliez du 11 septembre, mais ça commençait bien avant. On donne des armes à des pays, puis ensuite nous leur faisons la guerre. Et précisément parce que, mais je ne veux pas aller trop loin là-dessus, parce que il faut dire des choses, mais il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Parce qu'en ce moment, il y a un nombre de mes compatriotes, de nos compatriotes, de vos compatriotes, qui ne partagent pas forcément mon point de vue. Moi, j'essaye de dire ce que je ressens et ce que les Français m'ont dit très largement. Et ils me l'ont dit, quelle que soit leur sensibilité. Parce que d'abord, la droite et la gauche, pour eux, c'est de la merde. Ça ne représente plus rien, le centre aussi d'ailleurs. Ils m'ont dit parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous sommes alignés sur des décisions qui ne nous concernent pas. Il n'y a qu'un passage qu'ils ont aimé, mais d'ailleurs ça tombe bien, parce que je suis aussi président des populations des montagnes du monde, et je l'ai entendu à travers toutes les mers et tous les continents, c'est quand on a décidé de parler en Irak, et le magnifique discours de Villepin à l'ONU. Ils ont dit, là vous êtes redevenu un astre brillant, mais maintenant vous êtes un astre mort, vous avez peur de tout. C'est ce que j'avais envie de dire, c'est-à-dire que effectivement on n'est pas allé en Irak, mais malheureusement les autres conflits, on y a quand même plus ou moins participé, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, on est partie prenante de cette alliance avec les États-Unis qui a décrété la guerre contre l'islam. C'est pour ça que je parlais du 11 septembre. C'est qu'en 11 septembre ils ont commencé un conflit en Afghanistan qui 15 ans après n'est toujours pas terminé. Oui, ils ont commencé un conflit. En fait, ils ont pensé un conflit, à mon avis, d'ailleurs, qui les a dépassés comme la plupart des conflits. Nos amis américains ont beaucoup de qualités, mais ils n'ont pas le discernement que nous avons, parce que nous avons quelques siècles de plus que... ils ont été se planter totalement au Vietnam. Ils auraient pu comprendre que si nous, Français, on en partait, c'était pas forcément des joyeusetés de cœur. Ils ont été se planter lamentablement là-bas. Et ensuite, sauf la période du général de Gaulle, ils nous ont entraînés dans tous leurs plantages. Ils auraient pu comprendre lorsqu'on a relevé le Shah d'Iran, qui n'était pas quand même un homme d'une droiture angélique, que ça n'a pas été mieux depuis qu'il est parti. Mais nous, pendant ce temps, on gardait bien au chaud l'ayatollah ici. Mais on a été faire des guerres à des frangins. Et ça m'a beaucoup frappé lorsque j'ai été en Syrie, là, il y a 2 mois. J'ai trouvé un peuple très, très, très cultivé, qui connaît l'histoire, qui parle d'ailleurs beaucoup français. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que vous aviez besoin de venir vous mettre, à venir nous taper sans discernement avec tous les autres? Vous, les Français. Mais j'ai entendu ça en Libye, j'ai entendu ça au Liban, partout. Et c'est la première chose que nous devrions expliquer au peuple français. C'est que nous avons commis de très graves fautes. Et nous avons commis des fautes parce que nous avions la meilleure diplomatie du monde. Et nous y avons renoncé, tu sais pourquoi? Pour faire des économies. Comme nous avions un des États les plus performants du monde, et nous l'avons flingué pour ressembler comment je dirais, à ce nouvel ordre mondial qui s'installe. Alors, justement, pour des économies, mais peut-être également parce qu'il y avait l'Union européenne qui se créait, donc peut-être que la diplomatie française rêvait de se fondre dans une diplomatie européenne qui n'existait pas encore, et peut-être également parce que les forces françaises sont engagées dans l'OTAN, et qu'effectivement, un État qui ne décide plus des guerres qu'il mène totalement, en tout cas, ou qui est parfois obligé, selon certains traités, de mener certaines guerres, il est un petit peu moins indépendant.
Donc la diplomatie française est moins indépendante, effectivement, peut-être que du temps du général de Gaulle. Oui, mais là, l'OTAN, il faut en sortir. Immédiatement, on n'a plus rien à y faire. L'OTAN, c'était du temps du pacte de Budapest contre tout le reste du monde. Bon, il y a un moment que le mur de Berlin est tombé. D'ailleurs, je pense que c'est là que les choses ont beaucoup changé. Parce qu'il n'y a plus qu'un seul modèle. J'ai pas regretté beaucoup, je dois dire, ceux qui avaient fait le mur de Berlin, pas du tout même, hein, parce que j'avais été les voir très jeune, il y avait des choses bien, il y avait aussi des choses complètement folles. Mais maintenant, notre système, qui était le seul, et qui était plutôt sympa, il est devenu fou furieux, cannibale, et il a confié toute notre puissance financière, qui existe et qui n'existe pas d'ailleurs, parce qu'il y en a une très grande partie qui n'existe pas, entre quelques mains concentrées. Et notre administration, qui était la meilleure du monde, s'est mise à son service parce que nous avons manqué de discernement et de courage. On le voit encore avec Goldman Sachs. On a vu Barroso qui est parti travailler chez Goldman Sachs. On a vu l'ancien patron de la Banque de France aller bosser pour un fonds d'investissement franco-chinois. Effectivement, on sent qu'il y a une partie de la classe, même là, on parle que ce soit de l'appareil politique ou même des très hauts fonctionnaires, on sent qu'il y a une partie de cette classe politique qui est désabusée et qui, effectivement, qui joue le jeu du capitalisme à tout crin. Et effectivement, il est temps que certains politiques se réveillent, il est temps que les citoyens se réveillent pour faire changer les choses. Écoutez, je vais pas rentrer avec vous dans le petit truc du tous les mêmes, du tous salauds, du tous corrompus. L'immense majorité des députés que je côtoie donnent tout ce qu'ils ont de meilleur. Le problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui enchaînés à des partis politiques qui sont tous sur la même ligne. Parce que depuis 1983, nous avons tous fait les mêmes choix, les uns après les autres après les uns, et par deux fois, ensemble, parce qu'il y a eu deux périodes de cohabitation. Par contre, sur les exemples que vous m'avez signés, il n'y a qu'un seul mot, c'est de l'indignation face à de telles indignités. Parce que quand on a occupé de telles responsabilités, on se doit de respecter au moins ceux qui vous les ont confiés et de respecter les responsabilités elles-mêmes. Je veux simplement terminer sur un mot d'espoir, qui est un mot de fraternité. Ne nous laissons pas emporter. C'est un piège qui nous est tendu parce que nous n'avons pas été clairs depuis ces dernières années et nous avons eu des attitudes qui ont profondément déstabilisé. Et lorsque un ordre humain, une organisation humaine est déstabilisée, c'est les plus fragiles qui sont touchés en premier. Alors il se trouve que les plus fragiles sont les plus faciles à fanatiser, pour tuer, pour détruire, pour faire couler le sang. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. Notre vieux pays a d'extraordinaires ressources, et en particulier l'intelligence. Et dans les projets que je vais soumettre aux Français, je vais reconstruire un État capable de prendre des décisions. Je vais redonner des marges de manœuvre à notre pays. Et je vais présenter pour la première fois un grand projet avec l'Afrique pour mettre hors jeu et le pétrole qui cristallise une très grande partie de ses avoirs financiers par la puissance des armes qu'il est capable de fournir à tout le monde pour qu'on se batte bien. Et de l'autre côté, les violents. Et face aux violents, il faut trouver les moyens de leur barrer la route. Mais ça, c'est pour du plus long terme. Ce que je veux dire aujourd'hui aux Français qui écoutent, à ceux qui ont peur, raisonnablement peur, à ceux qui vont commencer les fêtes de Bayonne de mon pays ce soir où je voulais aller, malheureusement je ne peux pas. N'ayons pas peur. La meilleure réponse, c'est de ne pas nous diviser, c'est de ne pas nous faire justice nous-mêmes. Nous avons toutes les dispositions qu'il faut et nous avons les hommes en armes. Je pense que nous devons travailler d'urgence sur notre diplomatie. On n'a pas fait. On doit peut-être travailler un petit peu plus avec nos services de contre-espionnage. Et puis nous devons tout simplement retourner
dans les banlieues. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Allez, les députés, allons dans les banlieues, allons parler à ces hommes et ces femmes à qui nous ne parlons plus depuis longtemps. Allons nous faire engueuler. Allons au contact de ceux qui sont dans la rue avec eux, mais que personne n'écoute plus. C'est là que nous allons trouver des solutions. Arrêtons de raconter les mêmes âneries qu'au JT de TF1 ou de France 2 et des chaînes d'information continues. Ayons une vraie vie de nouveau. Tu comprends ça? Ayons une vraie vie. Moi, je vais y retourner, j'y suis parti, je vais y retourner. Je me demande même si je ne vais pas y retourner dès ce mois d'août, maintenant. Parce que j'ai trouvé que lorsque je l'avais fait au mois d'août, c'était plus facile parce qu'il se disait quand même, ce mec, il souffre quand même un petit peu. Puis j'étais un costard. Au départ, ils avaient envie de me virer, puis ils ne m'ont jamais viré. Je pense que c'est de la fraternité, c'est de la relation humaine dont on a le plus besoin. C'est aussi de la compréhension. Mais ça ne veut pas dire de la faiblesse. C'est pas de la faiblesse. C'est pas se laisser massacrer. Non, 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 c'est pas ça. Excusez-moi, mais la vraie faiblesse, c'est de ne pas y aller ou d'y aller en ayant peur. Mais voilà, il faut y aller et ne pas avoir peur. Mais il ne faut pas y aller non plus dans un sens tu vois, de donneur de leçons. Parce que tu finis tu comprends? Il faut y aller parce qu'il faut y aller. Oui, c'est pour un échange. Allez, on est nous. Nous sommes nous. Eh bien, pour cet échange, merci beaucoup, monsieur le député, et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Merci à vous. Et je vous attends avec impatience parce que j'ai beaucoup de choses à dire, vu que les médias m'ont complètement enquisté et ne veulent plus du tout me faire parler. Les sondages d'opinion ne veulent pas me sonder, alors que sur Gov, si vous pouvez passer ça, Gov, c'est une application, je suis le premier des présidentiables. Très largement en tête devant Macron, qui ne sera d'ailleurs pas candidat, puisque ce sera Hollande. Bon, voilà. Et qu'on aura la joie, si vous ne voulez pas voter pour moi, ça c'est ma petite page, vous aurez la joie de voter pour Hollande et Sarko en demi-finale. Dans l'autre, vous voyez, vous vous souvenez de l'euro, l'autre truc qui est déjà fait, c'est Marine Le Pen. Donc vous aurez la joie de choisir entre Hollande et Sarko, mais vous pouvez me choisir aussi. Je me suis préparé de très longue date, et avec l'appui du peuple, avec qui je prépare ma campagne, je remettrai, enfin plus exactement, je vais retaper la France dans le respect du monde et dans le caractère universaliste du message que porte la France depuis si longtemps. Très bien, ben on vous souhaite bonne chance et bon courage pour ce début de campagne qui commence. Merci beaucoup, merci, et merci d'avoir pensé à moi. Thank you.